Je me présente, je suis Nancy Dunton, je suis membre du conseil d'administration d'Héritage Montréal, ça fait 15 ans maintenant. Et avec Dinou, on a travaillé sur cette idée de paix pour paysage métropolitain. Il y en aura 3 invités que Fabrizio vient de mentionner, Julie Cétarno, Nick Luca et Gérard Baudet. Et ensemble, on va explorer le territoire de micro à macro, du territoire du paysage au niveau micro jusqu'à paysage du territoire. We're going to do this by asking each of the 3 to do a short presentation, but first we thought perhaps the best way to get this started is to ask Dinou Bambarou, who is the policy director of Heritage Montreal, to sort of paint the portrait of the paysage métropolitain pour nous, et afin de faire le contexte avant qu'on invite notre première conférencière, Julie Saint-Arnaud, à présenter. Alors, dis-nous, c'est à toi. Merci Nancy, merci Fabrizio, merci au CCA et bonne soirée. On est sur le point d'explorer un peu cette notion de paysage, mais ça a l'air un peu déjà complexe pour nous, mais j'aimerais juste partager avec vous. On essaie d'utiliser la lettre P, hein, partager, paysage et patate au chocolat, bien connu. J'ai dans comme passe-temps, je suis président d'ICOMOS Canada. C'est une association qui s'intéresse au patrimoine et qui a une perspective planétaire. Et donc, j'ai des collègues, ICOMOS Chine, c'est le Conseil international des monuments et sites, qui est un conseiller de l'UNESCO, qui parle avec l'UNESCO. Et donc, on a des collègues dans différents pays. Et avec les collègues en Asie, en Chine, au Japon, en Corée, on essaye de parler paysage. Et c'est tellement long parce que le mot n'a pas de portée. Et pourtant, vous avez tout le monde ici en tête les magnifiques dessins à la plume, à la brosse, les immenses. C'est tellement puissant, c'est papier, c'est papyrus. Peint avec les montagnes, les perspectives, les brumes, enfin, mais ils ont du mal à comprendre le mot paysage dans leur tradition. Et je parlais avec un de mes collègues qui est des Pays-Bas, et lui, il m'a expliqué comment la palabre de paysage était née. Eux, ils ont la prétention que c'est de Pays-Bas, cette invention-là, parce qu'ils disent, c'est Landschaft, landscape, ça vient de chez eux, comment est-ce qu'on partageait le terrain, puis ensuite, on faisait quelque chose pour le présenter. Et donc, c'est peut-être pour se dire que le mot lui-même est intéressant. Hein? Et puis, il y a hier une conférence de presse public, mais peut-être pas très public, c'était avec des personnalités diverses, dont M. Applebaum et M. Gaudreau et M. Lisée. Et à un moment donné, c'est M. Applebaum qui a parlé de paysage, c'est M. Gaudreau qui a parlé de processus et de projet, puis c'est M. Lisée qui a parlé d'une certaine personnalité de la métropole à travers des lieux qui l'identifient, parce qu'on a des relations avec les lieux. Et il disait, comme ministre, moi j'aimerais ça qu'on travaille sur ces lieux-là. On va les planter aujourd'hui et ils vont pousser et graduellement, ça va peut-être donner quelque chose. Alors, c'est juste pour vous dire, on est dans un univers de discussion qui est à la fois d'ici et à la fois d'ailleurs, hein, parce qu'on pourrait dire, comme disait l'autre, The world is my oyster ou quelque chose comme ça, The world is my paysage. Et ça ne nous avancerait pas à grand-chose de dire ça. Peut-être qu'on aurait intérêt à réfléchir autrement. C'est sûr qu'il y a une approche paysagère qui est très présente et ici comme ailleurs, elle est en train d'être intégrée dans nos façons de faire. Et je veux juste peut-être aller avec... on parlait d'Héritage Montréal. On a eu plusieurs
événements qui ont marqué notre histoire, qui, comme organisme, on s'est impliqué, par exemple, McGill College, par exemple, le Vieux-Port, par exemple, aussi le Square Dorchester plus récemment. C'était l'idée de travailler pour quelque chose, mais aussi contre quelque chose qui ne voyait pas ce pourquoi on travaillait. Dans le cas de McGill College, c'était un centre commercial qui voulait s'installer dans le milieu et bloquer la vue sur la montagne. Dans le cas du Vieux-Port, c'était un projet de promoteur, essentiellement, qui aurait privé les Montréalais d'une relation avec l'eau. Avec le cas du Square Dorchester, c'était une négligence qui faisait tomber un espace qui est en fait une porte d'entrée dans la ville. À l'époque, les trains arrivaient là, qui le faisait tomber dans une état d'oubli et c'était un lieu plein de poussière plutôt que de génie. Alors, simplement pour vous dire que ce sont des éléments sur lesquels on réfléchit comme organisme. On a 5 formes de patrimoine qui nous intéressent. Le patrimoine construit, le patrimoine, et le construit, ce n'est pas juste les bâtiments, hein, les aménagements où il y a quelqu'un qui a pensé à planifier quelque chose, c'est aussi une forme d'architecture et de construction, un pont, un autre P. On a le paysage de la ville, les ensembles, les quartiers, on va en parler tantôt, mais aussi les vues, les parcours. On a le mémoriel. Un des éléments du paysage identitaire de Montréal, par exemple, c'est la toponymie. Hein? On est une ville, il y a combien de noms de saints dans cette ville-là? Pourtant, c'est pas à Rome, il y a probablement moins de noms de saints dans les rues qu'à Montréal. Et l'archéologique est un élément et l'élément plus naturel. Je vous invite aussi à réfléchir quand vous entendez, when you're hearing about landscape, try to imagine to what degree we have a confusion between nature and landscape. And that's why in Heritage Montreal we try to separate, not to dissociate, but separate the natural heritage from the landscape heritage of the city. Because there's a tendency to say the moment it's green, it's natural. Well, I'm sorry. The orchard across the street is a piece of architecture benefiting from the liveliness of apple tree. In some language, they call them Applebaum, but I don't think there's any relationship to that statement. It's just a coincidence. À travers ces 5 formes de patrimoine, on travaille à l'identité, au développement de la ville. Puis, encore là, peut-être une dernière référence à l'international. On a, l'an dernier, l'UNESCO, qui est comme l'instance des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a adopté une recommandation aux États du monde, j'allais dire Urbi et Orbi, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche, sur la question des paysages urbains historiques. Historic Urban Landscape. C'est en train de devenir un sujet de discussion. C'est très confus. C'est un peu bricolé comme chose, mais l'intention est là. On se rend compte qu'on ne peut pas juste traiter des jardins historiques, des bâtiments anciens, des centres anciens. On se dit, la ville a une identité, les territoires urbains ont une identité, et celle-là aussi mérite une attention. On ne veut pas la congeler, c'est déjà trop aujourd'hui, mais on veut peut-être l'aborder consciemment pour éviter des phénomènes de pollution du paysage, de fragmentation, de privatisation du paysage public et tout ça. Alors, ce sont des éléments qu'on vous amène aujourd'hui aussi, et j'aimerais inviter nos premières conférencières, Julie Saint-Arnaud, qui est de Vlan Paysage. Il y a la lettre P dans le deuxième mot, mais on va voir. Alors, on va essayer à la période de questions aussi de vous mettre au défi d'utiliser la lettre P. Hein, please. OK, merci. Julie. Bonjour et merci de m'avoir invité à participer à cet événement qui traite du paysage. Je suis donc une des 2 associées au sein de la firme Vlan Paysage avec mon associé Micheline Cloire, que je salue, qui est avec nous ce soir. On a fondé le bureau en 1999 et donc on a un bureau qui construit des projets d'architecture de paysage, principalement à Montréal. Je n'arriverai pas à glisser autant de mots avec la lettre P que Dinou ce soir, qui vraiment maîtrise l'art beaucoup mieux que moi. Et en fait, on m'a invité pour parler
du paysage. Évidemment, c'est au cœur de notre travail. Et j'ai choisi de vous présenter une série de nos projets. Je vais les présenter, et je m'en excuse peut-être un peu à l'avance, un peu en rafale. J'en ai mis quand même quelques-uns. Des projets qu'on a réalisés à Montréal. Je vais vous les présenter des plus petits aux plus grands. Pour partager avec vous les questions et les réflexions qu'on se pose depuis la création de notre bureau sur l'identité de Montréal, de notre ville. C'est vraiment à travers ce questionnement-là que notre pratique est née, qu'on continue de travailler. Et maintenant qu'on a la chance de travailler également à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur du Québec et parfois même à l'extérieur du Canada, cette pratique, ces réflexions nourrissent évidemment nos interventions et le regard qu'on pose sur l'ailleurs. Et évidemment, vice-versa, vous vous en douterez. Donc, je commence tout de suite avec une première intervention qu'on a fait. En fait, c'est vraiment un projet qui est le point de départ de notre bureau. Micheline et moi-même avons, en 1999, alors que le bureau, même 98, alors que le bureau n'existait pas, avions été en pleine d'enthousiasme et on voulait travailler, agir sur Montréal. À l'époque, Montréal se déconstruisait, il y avait plusieurs terrains vacants qui apparaissaient et on a effectué une série d'interventions sauvages, avec un budget zéro, dans les terrains vacants qu'on choisissait au centre-ville de Montréal. Donc, plusieurs nuits blanches, plusieurs interventions très spontanées nous ont amenés, donc, comme point de départ, à se poser des questions sur le potentiel du paysage à peut-être restructurer ou transformer la ville qu'on voyait sous nos yeux se défaire parfois par morceaux. Et sa trame s'estomper. Cette intervention nous a donc, comme je disais, conduit à fonder le bureau parce qu'on a écrit, on a parlé de paysage à travers ça et finalement, notre travail s'est concrétisé à travers des projets un peu plus traditionnels avec des commandes des clients, mais on a toujours continué et on continue encore aujourd'hui à faire ces expériences, ces tests, ces installations éphémères régulièrement pour continuer à se poser des questions sur la ville dans laquelle on vit et sur certaines de ses particularités. Je mets plus de P que je pensais. Voici une deuxième intervention qu'on a appelée Remblai des Blais, qu'on a réalisée en 2002 avec le Centre d'artistes d'art qui organisait un événement qui a duré 12 mois, qui s'appelait Mémoire vive. Il s'agissait d'inviter 10 artistes, poètes, architectes, paysagistes, à faire des interventions dans la ville qui questionnaient la mémoire de celle-ci. Et dans notre cas, cette mémoire était intimement liée au paysage et peut-être aussi avait un côté un peu revendicateur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé un trou à côté de ce qui était encore l'échangeur du Parc des Pins au pied du Mont-Royal. Un trou de 3 mètres par 3 mètres par 2 mètres de profond qui est devenu un espace public ouvert pour la durée d'un été et dans laquelle il y a eu des lectures de poésie, des performances, des visites avec un géologue, un archéologue. On a commencé dès lors à s'intéresser au sol montréalais, à sa géologie, à son archéologie, à comprendre comment ce qui se trouvait caché sous le sol pouvait aussi nourrir notre pratique. Les questions de patrimoine et de mémoire ont dès lors commencé à s'infiltrer dans notre pratique et à nourrir notre réflexion sur le paysage. On voit ici Micheline en pleine action avec un géologue de la ville en train de lire les couches de sol. Et une pelle, c'est vrai. Un troisième projet qu'on a réalisé en 2011 sur la rue McTavish, au cœur du campus de l'Université McGill, avec l'université et qui travaille en collaboration avec la Ville de Montréal. On a travaillé une installation qui a duré un été dans un tronçon de la rue qui est piéton pendant la belle saison. On a installé une série de tapis. Ces tapis qui avaient parfois une topographie un peu ondulante, qui ont été autant de tests de nouvelles technologies qui pouvaient permettre d'installer de la végétation dans des endroits pour le moins difficiles
et peu accueillant pour les plantes. Ce travail, évidemment, qui était en lien avec la vie du campus, avec la montagne, est aussi fortement lié à tout le côté saisonnier, événementiel des projets de paysage montréalais. Cette part d'événementiel à Montréal qui caractérise notre ville, qui se transforme fortement d'une saison à l'autre et qui s'ouvre et se déploie en été, c'est quelque chose qu'on a vécu et qui a nourri notre projet lors de cette expérience. Un projet d'installation, mais permanente cette fois-ci, quoiqu'il a failli être très éphémère, le projet Milieu humide réalisé à l'île des Sœurs en 2008, issu d'un concours international que notre firme a remporté. Le projet qui a été réalisé en collaboration avec l'atelier In situ, c'est l'aménagement d'une sorte de fontaine à l'entrée de l'île des Sœurs qui marque l'entrée à ce quartier résidentiel et qui évoque la rive du fleuve, les marécages, les roseaux qui jadis caractérisaient les berges de ce milieu donc riverain. Il s'agit ici d'une interprétation métaphorique assez sculpturale de ce qu'est le fleuve, mais évidemment, on en a déjà parlé à plusieurs fois aujourd'hui, on l'a regardé tout à l'heure avec Nancy et Dinou. Le fleuve à Montréal, c'est un élément, on le voit peu, peut-être pas assez, mais qui fait partie de notre imaginaire collectif et qui est au cœur même de l'identité montréalaise. Voici un projet qu'on a réalisé en 2008-2009 sur la rue Chabanel à Montréal. On a travaillé depuis 2008-2009 sur quelques projets dans ces quartiers industriels qui, finalement, ont vu leur activité économique décliner et qui sont en quête d'une nouvelle identité, d'une nouvelle définition et qui, parfois, font appel aux architectes paysagistes, aux designers urbains pour reformer un cadre de vie qui puisse peut-être aider à relancer ou à repositionner un secteur dans la ville. Ici, donc, le projet Chabanel qu'on a réalisé en collaboration avec Affleck de la Riva et Version Paysage, c'est un projet donc, qui s'interroge sur ce quartier assez dur, qui essaie d'amener un côté un peu ludique, de redonner une place aux piétons dans un secteur qui a été pensé avant tout pour les camions, pour l'automobile, pour les livraisons, qui, on le voit ici dans sa forme embryonnaire, mais qui a aussi installé un marais filtrant, le premier marais filtrant à Montréal, dans une chaussée publique pour essayer de filtrer les eaux de pluie. Donc, cette question d'un patrimoine industriel qui essaie de se marier à de nouvelles vocations, à de nouvelles idées et qui cherche finalement à se redéfinir dans la ville. Dans le même ordre d'idée, notre bureau travaille actuellement et depuis 2008 sur le quartier Saint-Viateur Est et sur le tronçon de la rue Saint-Viateur, donc, qui se trouve à l'est de la rue Saint-Laurent. Ce projet qui se poursuit actuellement à travers un travail également de pistes cyclables, est un projet où c'est même question de définir, d'aller chercher, de redéfinir un quartier qui se transforme littéralement, un ancien quartier industriel qui maintenant devient un quartier beaucoup plus artistique, mais dans ce cas-ci, contrairement à Chabanel, qui a une vitalité déjà très forte et une activité économique déjà assez active. Comme architecte paysagiste, donc, on a été appelé à réfléchir à ce secteur et également donc, à travailler donc, cette identité qui pouvait faire le pont entre ce qu'était le lieu, sa mémoire, son passé, puis qui est toujours là, donc par son architecture, entre autres, et ce qu'il tend à devenir. Donc, on a évidemment ajouté de la plantation, on a travaillé des fosses de plantation qui collectent l'eau de pluie, mais on a également énormément travaillé au niveau de consultation publique, de participation citoyenne. Et ce projet, c'est vraiment un maillage entre notre travail comme architecte paysagiste et une volonté citoyenne d'agir, de transformer le secteur. C'est quelque chose qu'on voit apparaître dans notre pratique d'une façon de plus en plus importante et qu'on cherche à pratiquer
le plus souvent possible. Un projet qu'on a complété cet été, le projet de l'aménagement du domaine public du Musée des Beaux-Arts. On a travaillé dans ce cas-ci avec la Ville de Montréal qui était chargée de projet, l'atelier d'aménagement et de design urbain de la Ville de Montréal, ainsi qu'avec un artiste, Ada Dana, et la firme d'éclairage public, pour redéfinir un lieu vraiment en mode de conception transdisciplinaire, où chacun s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas, et un lieu qu'on a également développé à la fois sur le domaine public et privé, en travaillant donc un projet ville, mais avec des œuvres prêtées par le musée, qui seront en rotation au fil des prochaines années, afin de définir finalement une sorte de campus ou un nouveau centre dans le secteur ouest du centre-ville montréalais, sur le flanc sud du Mont-Royal, et à travers finalement un terrain qui, somme toute, est assez limité en termes de domaine public. On parle de trottoirs qui sont essentiellement traversés par des chaussées véhiculaires. Ça a été la première fois qu'on a eu l'occasion de réaliser un projet dans l'ouest de la ville, dans le Golden Square Mile, et on s'est plongé dans l'histoire de ce quartier. On a utilisé le calcaire, cette pierre qui n'est pas la pierre de Montréal d'origine, mais cette pierre avec ses... qui a tellement servi à la construction d'édifices montréalais. On a travaillé avec des végétaux indigènes de la montagne. On a trouvé une sorte d'orme qui, dans une quinzaine d'années, pourra, le long de la rue Sherbrooke, rétablir une forme d'arche qu'avaient les anciens ormes d'Amérique. Et ce projet donc, de paysage a été vraiment l'occasion de transformer un secteur, oui, mais de découvrir une nouvelle partie de la ville. On voit ici la rue du musée qui est fermée pendant l'été et qui accueille, cette année c'était une installation de Claude Cormier, des installations temporaires, et qui est un espace hybride finalement, chaussée l'hiver et espace permettant les regroupements en été. Finalement, dans le dernier projet que je voulais vous présenter, qu'on a réalisé à Montréal, c'est le projet de l'Oratoire Saint-Joseph. On a travaillé depuis 2000 et jusqu'en 2008 sur le plan directeur du site de l'Oratoire Saint-Joseph. Évidemment, c'est un travail qu'on ne fait pas seul, il y a une grosse équipe. On a travaillé donc avec Version Paysage, avec JLP, avec Jacques Reeves, architecte, entre autres, pour ne nommer que ceux-là, sur la redéfinition de cet espace pour mieux répondre aux besoins actuels en termes d'utilisation, liés au fait que c'est devenu une destination touristique, que c'est toujours un lieu de culte, et aux différents défis auxquels le site faisait face en termes de circulation automobile difficile, bâtiments désuets et autres. On a réalisé une phase 1 du projet qui est tout l'aménagement le long de la rue Queen Mary et une nouvelle voie automobile qui a permis de dégager tout l'axe sacré devant l'oratoire de la circulation automobile qui était très conflictuelle avec les piétons en phase 1. Et ce projet, ça a été vraiment pour nous une introduction au Mont-Royal, aux institutions qui s'y trouvent et également à l'importance de l'héritage religieux au Québec, qui est vraiment un des éléments fondateurs et qui a fortement structuré notre ville. La question de la topographie, du milieu naturel, des vues, des éléments à dégager ou à masquer s'est posée de façon très importante. Ici, on parlait de l'importance du ciel ou de ces moments où on aperçoit le ciel ou pas, plus tôt dans la discussion avec Nancy et Dinou, et dans ce cas-ci, c'était une discussion importante. Je pense que c'est une de mes premières rencontres avec Dinou remonte à ce projet qui, au départ, était des plus controversés, mais qui, je pense, a évolué, j'espère, dans un sens assez positif. Je finis. J'essaie de faire ça super vite, mais je finis avec 3 projets qu'on a faits, qui ont voyagé, mais qui sont vraiment liés à Montréal, parce que finalement, Montréal, ces bribes de réflexion que j'ai évoquées à travers cette présentation, c'est un point de départ pour nous. C'est un point de départ au niveau de notre pratique, c'est un point de départ
par rapport à nos réflexions, mais ça nous conduit parfois en région, comme ici, au Jardin de Métis, où on a développé un projet qui s'appelle Paysage 90-0, avec l'atelier Institut et une firme de graphistes qui s'appelle Uniforme. Et c'est un projet qui, finalement, explore en partie, pas uniquement, mais la relation de Montréal ou des centres métropolitains qui se trouvent à l'ouest du Québec avec ce magnifique site, porte d'entrée à la Gaspésie, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Et tout ce rapport, ce parcours, ces tracés historiques très anciens qui ont sillonné le fleuve et sur lequel les Québécois se sont implantés au fil des ans. Le projet, finalement, c'était d'accueillir les gens suite à un parcours qui était souvent de plusieurs heures à haute vitesse à travers un paysage régional et de les aider à décélérer, ralentir, pour poser un regard qui, au fur et à mesure qu'ils progressent dans le jardin, des parties plus contemporaines qu'on a construites jusqu'au noyau historique du jardin de Métis, pour aider les gens à poser un regard plus contemplatif et à finalement redécouvrir ce fleuve qu'ils avaient vu peut-être 7 ou 8 heures auparavant, mais dans un tout autre contexte. La question donc des déplacements, de cette mobilité qui est la nôtre, montréalais, qui évidemment, ne restons pas à Montréal tous les jours, tout le temps, vient nourrir la pratique parce que le chemin du retour est là aussi et il serait peut-être intéressant de reconstruire le 90-0 de Métis à Montréal maintenant et de voir comment ça pourrait influencer le regard qu'on poserait sur notre ville. Un deuxième et avant-dernier projet qui a voyagé, c'est un projet qu'on a appelé Paysage vertical, qu'on a réalisé, c'est une installation qu'on a réalisée à la galerie Harbourfront de Toronto en 2011 avec l'atelier Institut, mais c'est issu d'un travail qu'on avait fait en charrette quand on a travaillé, entre autres avec Nick Lucas, sur le secteur Bellechasse en 2008. Et en travaillant sur le secteur Bellechasse, on s'est posé la question évidemment des infrastructures routières, de leur reconversion ou de leur potentiel, peut-être paysager, insoupçonné, qui pouvaient être explorées et des vues que ces infrastructures pouvaient offrir et des nouveaux espaces publics qu'ils pouvaient générer. L'installation, c'était 2 panoramas, le dessous et le dessus de ce viaduc, et on projetait en stop motion une série de mouvements de gens qui, malgré que l'aménagement était toujours le même, qui se promenaient et vivaient l'espace du viaduc autrement que ce que l'aménagement actuel permet. Évidemment, ces questions sont tout à fait pertinentes dans une ville comme Toronto qui est aux prises avec les mêmes questions que nous, et donc cette expérience pour nous, c'était des plus enrichissants parce que c'était un dialogue qui s'est poursuivi avec nos collègues ontariens et qui a beaucoup nourri notre réflexion. Dernier projet, un projet qu'on a fait au tout début de la création de notre bureau en 2001 à Lyon. On a gagné un concours avec l'artiste Michel Goulet et la firme Daou Lestage pour l'aménagement d'un jardin de Montréal à Lyon. Les 2 villes jumelées se sont échangées des jardins qui comprenaient également l'intégration d'une œuvre d'art. Et ce jardin, c'est un jardin qui parle de Montréal, qui pose un regard sur Lyon, mais un regard montréalais. C'est une réflexion sur le vernaculaire montréalais, sur la trame montréalaise, sur les souvenirs et l'imaginaire montréalais, ce qu'on peut transporter et peut-être même idéaliser quand on s'éloigne un peu de chez nous. Et en fait, ça a été un des premiers projets qu'on a réalisé. Et je dirais que ce regard, cet ailleurs, mais ce regard éloigné ou cet imaginaire qu'on traîne avec soi, ça reste très présent dans notre pratique et dans nos réflexions. En guise de conclusion, je veux vous faire part peut-être un peu de notre réflexion, en fait, où j'en suis, où on en est par rapport à notre réflexion sur le paysage. Donc, évidemment, on est des praticiennes, on travaille cette exploration, cette réflexion-là à travers le projet, mais on s'implique en enseignement universitaire. On essaie de s'impliquer également en amont des projets, sur des conseils, sur des comités qui nous permettent de réfléchir au paysage à l'extérieur de la commande comme telle. Et parfois,
on l'espère, d'influencer en quelque sorte une réflexion que peuvent poser nos collègues ou nos concitoyens sur leur ville et le paysage, sur également le rôle de l'architecte paysagiste dans la conception, dans la définition de la ville. C'est certain que nos projets sont souvent voire transdisciplinaires. C'est une pratique qu'on souhaite poursuivre, qu'on souhaiterait voir exister dès le début des projets de façon beaucoup plus importante. Et pour nous, ce paysage montréalais, évidemment, c'est une notion qui est très complexe. C'est l'histoire de Montréal, c'est son architecture, c'est son paysage naturel, mais c'est son ciel, c'est sa topographie. Finalement, c'est toute une série de choses qui peuvent être également appropriées par les architectes et les artistes, les urbanistes, mais on pense que cette réflexion commune est très riche. Et voilà, quelques exemples de celle-ci. Merci. Alors bonsoir, je suis Nick Lucas, je suis un professeur en architecture et en urbanisme à l'Université McGill et je vais parler des paysages urbains de Montréal. Je vais juste lancer le diaporama. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous proposer 5 mots-clés pour décrire les paysages de Montréal. Et je commence avec la complexité, qui est une complexité à la fois morphologique, c'est-à-dire la forme que l'on voit ici, il y a un niveau de détail avec l'architecture que l'on voit ici dans ce bâtiment du 19e siècle qui a un rallonge, qui a été rajouté par la suite pour y mettre une commerce. Mais c'est aussi une complexité d'activité, une espèce de mettre plusieurs couches qui se trouvent sur le même site. Et ça fait évidemment partie de l'histoire du lieu, comme Julie nous a bien montré avec les beaux projets. Il y a une complexité que l'on trouve dans plusieurs quartiers de Montréal, surtout les secteurs plus anciens, où il y a une espèce de mélange entre l'intérieur et l'extérieur, l'espace privé et l'espace public, l'espace semi-privé, que l'on trouve ici, par exemple, dans un café dans le Mile End, où la rue devient le restaurant et le restaurant devient la rue. La complexité, c'est aussi une complexité d'activité, d'usage, d'appropriation, de sentiments, des idées du lieu. Parce que c'est à travers l'expérience qu'un paysage devient un paysage. Et ici, on voit, c'est un festival qui a lieu sur la rue Saint-Viateur. On voit l'Ubisoft en arrière. C'est une complexité sociale qui est très intéressante et très riche. On est très fortunés. Je montre cette image parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une complexité sur les processus. Le projet que l'on voit ici, ça démontre bien la difficulté d'aménager la ville, que les institutions ont, que nous avons comme citoyens, que les décideurs ont aussi sur le processus et comment est-ce qu'on va aménager la ville et est-ce qu'on peut réussir avec nos interventions et pas avoir, mettons, des échecs. Deuxième mot-clé, hiver. Le nôtre, c'est un paysage d'hiver, un paysage urbain l'hiver. Et c'est fort intéressant parce qu'il y a une diversité des expériences qu'on a à Montréal avec les saisons, mais il faut dire que 5-6 mois de l'année, c'est de la neige, c'est de l'hiver. On a des cieux qui sont assez bleu, on est vraiment chanceux à cet égard. Mais ça pose des questions. Comment est-ce qu'on va aménager la ville, puisque c'est une ville hivernale, dans le sens qu'il y a des défis, il y a la neige, il y a le froid, comme on a vu aujourd'hui, c'est pas évident, se déplacer à l'extérieur avec les transports actifs, en vélo, à pied, même avec les transports en commun. Mais est-ce que les voitures qui ont vraiment guidé l'aménagement de notre ville depuis 50 ans sont la meilleure solution ou la meilleure façon de se mettre dans le paysage qui est le nôtre.
Malgré la présence du soleil qui existe ici au Québec, c'est un panneau qui est en avant pour aller à Toronto, si il faut dire, hein, les paysages sont liés. Hein. Moi, je viens de Toronto à l'origine, c'est par hasard que j'ai mis ça. Il y a des conditions de lumière qui sont très importantes et qui demandent des interventions assez spéciales, parce qu'on voit l'ombre qui est ici. Il y a des contrastes avec le soleil et l'ombre qui sont très importants à l'hiver. Et enfin, comme je disais, il faut se questionner, est-ce qu'on a bien réussi avec les façons d'aménager l'espace public, puisqu'on a vraiment privilégié la voiture avec nos interventions depuis 50, 60 ans, essayer vraiment de mettre l'accent sur les transports en commun, mais il y a une permanence, pour mettre un autre P, qui vient avec la forme urbaine. Alors, troisième mot-clé, infrastructure. Montréal, c'est vraiment une ville qui est marquée par ses infrastructures, que ce soit les chemins de fer qui ont été vraiment mis un peu partout sur l'île et dans la région à cause de la vocation de la ville, un lieu de transfert des biens entre l'ouest du Canada et l'Europe, mais aussi les autoroutes et toutes les infrastructures dures qui sont, on est bien familier, en train d'être un peu délabrées en ce moment. Il y a le canal La Chine qui est en soi une infrastructure et c'est un bel exemple de comment une infrastructure devient un paysage naturalisé en soi avec le passage du temps, mais qui est aussi quelque chose de vivant dans le sens qu'il y a des mémoires qui sont associées à cet élément du paysage. On a des grandes infrastructures à repenser. On a des autoroutes, comme le Décarie ici, qui ont été conçues avec un optimisme assez important, mais qui nous posent des problèmes en ce moment, des problèmes à la fois de circulation, de pollution, on va voir un autre P, et aussi de comment est-ce qu'on va financer, comment est-ce qu'on va soutenir notre aire métropolitaine. La présence, là, je pense maintenant à tous les pays que j'utilise, la présence de ces infrastructures lourdes, les autoroutes, les chemins de fer et les autres infrastructures ont beaucoup marqué le territoire, le paysage montréalais et ont vraiment posé des défis. Il y a beaucoup d'endroits à refaire, des friches urbaines, des friches internes et des beaux travaux, des beaux projets à faire. Ce n'est pas évident si on regarde quelque chose qui est à une échelle comme ça, parce que les infrastructures, ils se parlent souvent d'une échelle qui n'est pas forcément une échelle humaine. Et ça, c'est un des défis, je pense que nous, les architectes, les urbanistes, les architectes paysages, les aménagistes, cherchent à traiter, vraiment, de réconcilier ou de concilier la vitesse et le quotidien. Quatrième mot-clé, on arrive, bricolage. Ce n'est pas une paix. On voit avec ces petites maisons qui étaient autrefois des chalets, des petits chalets au bord de fleuve, c'est la rivière Mille-Îles que l'on voit ici. Il y a un esprit de bricolage. J'ai pensé au début de mettre le mot délabré. J'étais un peu pessimiste. Il faut dire qu'il y a des enjeux. Montréal, c'est un paysage un peu délabré. Mais j'ai réfléchi un peu, j'ai marqué, Montréal est marqué par un bricolage en ce qui concerne le paysage, l'architecture, même comment est-ce qu'on peut traiter les infrastructures, comment est-ce qu'on jumelait la ville avec le chemin de fer. Ici, c'est à Hochelaga. C'est une façon très intéressante. C'est sûr que ce n'est pas forcément fonctionnel, mais comment est-ce qu'on peut bricoler une ville et avec ses quartiers? Ça existe à l'échelle architecturale. Le fait que les usagers ont tendance à mettre quelque chose sur leur maison, ça se voit surtout dans les vieux quartiers, parce que depuis les années 50, les règlements d'urbanisme ont vraiment interdit plusieurs façons de bricoler, de refaire, de densifier les tissus urbains qui ont tendance à devenir plus complexes avec le passage du temps. Mais je pense qu'il y a des leçons à retirer avec les façons de refaire
et de faire ce que l'on peut faire avec des moyens assez limités. Il y a une humilité qui vient avec le bricolage, je pense, est très important. Et ça, là, je parle un peu du processus ainsi que de la philosophie. Voilà un autre P, on n'a pas encore trop utilisé, je pense, ce soir. Mais encore une fois, il y a des pistes super intéressantes à suivre là-dedans. Je pense qu'on arrive avec le 5e. Oh, c'est un dernier exemple avant le 5e mot-clé. Ce n'est pas nécessairement des grandes interventions qu'il faut souligner lorsqu'on parle du bricolage. Les gens qui essayent de transformer leur milieu de vie, leur logement, leur appartement, l'espace public que l'on trouve devant leur maison, ça c'est aussi le bricolage et c'est très important. Un paysage, c'est quelque chose qui est approprié. Et je terminerai avec possibilité. on a annoncé, on a évoqué déjà ce soir, mais je veux souligner l'idée de la possibilité qui existe avec la société civile, avec le fait qu'il y a beaucoup d'intérêt, il y a une passion que les Montréalais et les Montréalaises ont pour la ville, pour leur paysage, et on a beaucoup de possibilités que l'on peut travailler avec, tant sur le plan de qu'est-ce qu'on peut faire avec les usagers, avec les citoyens, qu'avec les sites, comme ici une station de métro, avec une grande artère, un noyau très important pour l'activité, un noyau dans le sens que c'est une infrastructure de transport en commun très important. On peut mieux exploiter les sites qui sont très accessibles à une échelle urbaine métropolitaine. Nous ne manquons pas pour des grands sites. Ça, c'est le cours Turcot. Il y a le projet Hippodrome aussi qui prend forme tranquillement. On a des grands sites, des possibilités à travailler, à retravailler, qui sont des friches urbains et suburbains. Et pour moi, c'est très excitant parce qu'il y a des opportunités dedans qui sont souvent hallucinantes. Alors, j'ai parlé un peu du processus. Il y a des interventions. Il faut questionner si on regarde très soigneusement la fiche qui est là et quelqu'un a fait un petit ajout. Je pense qu'on peut améliorer les façons de faire interagir l'État et les usagers, les citoyens à Montréal. Si quelqu'un a répondu en disant la piste cyclable qui existe sur Maisonneuve, c'est mal conçu, à mon avis, ça montre qu'il n'y a pas assez de discussions entre les décideurs et les usagers. Alors que les usagers, comme on le voit ici, sont en train de faire des interventions eux-mêmes. Ça, c'est une installation. On a utilisé des vieux bacs à recyclage pour mettre des fleurs et de démontrer les possibilités d'agriculture urbaine dans un secteur assez peuplé, assez dense et très achalandé. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités d'utilisation. Et je terminerai avec un bon père qui interagit avec une installation, c'est de l'artiste McLean, qui fait des installations qui portent sur la construction, les travaux publics et les infrastructures en milieu urbain. Je pense qu'on a beaucoup de possibilités à Montréal et cette discussion, à mon avis, est un point important à cet égard. Donc voilà, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Gérard Baudet, je suis professeur à l'Institut d'urbanisme à l'Université de Montréal. J'ai aussi été président d'Héritage Montréal pendant quelques années. Donc, on m'a demandé de considérer plus spécifiquement les paysages métropolitains, les paysages d'échelle régionale. Et donc, ce que je vous propose, c'est en quelques minutes un parcours assez ambitieux de Jacques Cartier à Google Earth,
sous le point de vue, non pas de la vue, mais du regard. Dino vous a souligné d'entrée de jeu que pour les Japonais et les Chinois, il y a de sérieux problèmes quand on parle de paysage. C'est comme quand on parlait de patrimoine il y a 40, 50 ans, 60 ans. C'est un concept occidental. Le paysage est un concept occidental. Les deux, d'ailleurs, commencent à apparaître dans le décor à la Renaissance pour des raisons très particulières. Et ce sont essentiellement des valeurs ajoutées. Par définition, rien n'est patrimonial et par définition, rien n'est paysage. Tout peut le devenir, mais le devient à certaines conditions seulement. Et ce qui est paysage à un moment donné peut très bien ne plus l'être à un autre moment donné. Et donc, pour moi, ce qui est important qu'on saisisse, c'est que le paysage, ce n'est pas ce qui est vu, c'est ce qui est approprié par le regard. Et le regard n'est jamais neutre, le regard n'est pas objectif, le regard est essentiellement fondé sur une culture et essentiellement nourri par une culture. Donc, premier aspect, la question paysagère à l'échelle régionale est effectivement aujourd'hui traitée. À la Ville de Montréal, on avait déjà, dans l'élaboration des plans d'urbanisme, amorcé une réflexion sur la question, je dirais, des configurations paysagères et non pas des paysages. La communauté métropolitaine de Montréal a fait la même chose, avec notamment ce dégagement des profils régionaux dans la direction nord-sud et est-ouest. Et je fais bien la différence entre les configurations et les profils et les paysages, parce qu'il est un peu abusif, à mon sens, de prétendre que tout ce qu'on peut découvrir sur ces territoires-là est du paysage. D'ailleurs, le simple fait qu'en règle générale, quand on parle de paysage, on prend la peine de préciser un beau paysage, ça laisse entendre que tout n'est pas paysage. On ne le dit pas, on ne le conçoit pas toujours, mais c'est une espèce d'automatisme qui en dit très long sur notre relation à l'espace géographique et sur la manière dont notre regard nous positionne à l'égard des faits de la géographie qui ne sont pas tous abordés de la même manière, avec la même intensité et avec le même rapport, notamment émotionnel. Et tout ça, on en retrouve des traces assez loin dans notre histoire. On prend ici l'exemple du lac des Deux-Montagnes. C'est une topographie qui a influencé le nom. Une des deux hypothèses, c'est que les deux montagnes sont les collines d'Oka d'une part et le mont Drigo d'autre part. Une autre hypothèse veut que ce soit deux des principaux massifs des collines d'Oka qui a incité les gens à nommer ce lac-là de cette manière-là. Mais il reste pour moi qu'on a là un témoignage, c'est-à-dire que la toponymie marque un rapport à l'espace qui est différencié. Il y a quelque chose là qui a retenu l'attention suffisamment pour qu'on nomme un lieu en fonction de ce qu'on a reconnu. 30 km plus bas ou 30 km plus haut, on n'aurait pas nommé la même chose et on aurait peut-être utilisé le nom d'un saint parce que tout simplement, la topographie n'aurait rien inspiré à les gens. Et il y a beaucoup d'exemples au Québec où effectivement, on nomme en fonction du saint du jour, tout simplement parce qu'il n'y a rien dans le décor qui nous inspire. Alors que là, manifestement, il y a quelque chose de très puissant qui a eu un impact sur des gens qui avaient à nommer un lieu. Évidemment, la question des montérégiennes, elle est fondamentale. On ne peut pas penser la région métropolitaine de Montréal sans la penser à travers les montérégiennes, avec cette nuance près qu'apparemment, on abuse un peu du concept quand on nomme les monts Drigo et les collines d'Oka de montérégiennes. Ça n'en serait pas proprement parlé. Mais il y a quand même un dispositif de collines dans la région métropolitaine de Montréal qui a eu un impact significatif. Et ça m'amène à aborder le concept de la saillance. La saillance, c'est une figure qui se déploie sur un fond. Le fond, il est relativement neutre. C'est la figure qui attire l'attention. Or, tout n'est pas susceptible de devenir une figure qui est susceptible de se détacher sur un fond. Par exemple, une mer d'huile, il n'y a rien qui se détache, il n'y a rien qui peut se détacher. Il faut qu'il y ait quelque chose qui attire l'attention, quelque chose qui se démarque du fond pour que ça puisse devenir une figure. Et ce n'est pas parce que la chose est là qu'on va nécessairement la voir. Il faut que notre regard soit attiré, soit intéressé par la chose pour que cette figure devienne un élément distinctif qui va justement avoir une certaine signification. De ce point de vue-là, on va le voir tantôt, les montérégiennes ont eu une incidence importante. Un autre phénomène de saillance fondamentale dans la région métropolitaine de Montréal, ce sont les seuils de la confluence. La confluence de Montréal est un espace géographique de très, très vaste dimension, d'une très grande complexité et est marqué par un nombre considérable de seuils, dont les trois plus importants sont en rouge, les rapides de Terrebonne, les rapides du Sault-Récollet et les rapides de la Chine, qui barrent littéralement l'archipel de manière transversale et qui bloquaient toute tentative de remonter par embarcation importante le Saint-Laurent ou les autres cours d'eau de l'archipel vers l'amont.
Et ça a eu une importance significative. Mais ces saillies-là, elles ont une objectivité. Évidemment, pour un navigateur, c'est assez évident qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Le rapide de la Chine, il est infranchissable. Mais on va voir dans l'histoire assez rapidement ces saillances-là acquérir une autre signification. Et ce n'est pas par hasard que le mouvement d'évasion de type romantique qui se déploie dans la région métropolitaine de Montréal se retrouve systématiquement associé à ces grands seuils-là. C'est les poteaux du lac Saint-François d'une certaine manière avec les rapides de la Chine. C'est le Sault-Récollet, qu'on reverra tantôt. Ce sont les rapides de Terrebonne. On pourrait dire la même chose avec Chambly, où il y a de grandes résidences bourgeoises qui vont s'installer. On avait la même chose à Beauharnois à une certaine époque. Donc, il y a là des saillances qui deviennent des motifs de localisation géographique pour des acteurs qui sont mobilisés fortement par le romantisme. Et c'est ce qui explique cette relation privilégiée à la géographie. Ce n'est pas l'obstacle du navigateur, c'est l'élément qui saillit dans le décor, c'est l'élément qui interpelle la fibre romantique, c'est ces gens-là qui vont localiser les acteurs. Donc, deux grands registres de saillance qui ont eu un impact considérable sur la conformation de l'établissement humain dans la région de Montréal. Un bel exemple, c'est cette toile et cette description que George Eliot va laisser en 1810 de Terrebonne. Terrebonne qui a déjà commencé à être appropriée par la bourgeoisie écossaise de Montréal, qui a commencé à y ériger des résidences de qualité. On les retrouve encore aujourd'hui. Elles dominent littéralement la perspective sur la rivière des Mille-Îles. Et quand vous regardez le descriptif, c'est complètement abusif par rapport à la réalité de Terrebonne, mais ça témoigne bien comment le regard transforme la géographie en paysage. Le paysage devient quelque chose d'autre que le simple substrat géographique auquel la tribu est accolée. Tout ça va commencer avec Jacques Cartier. Jacques Cartier qu'on amène sur le Mont-Royal, qui découvre un panorama absolument extraordinaire. Et c'est le premier geste paysager produit par les Européens dans ce qui va devenir la Nouvelle-France. Il nomme quelque chose. Et il nomme quelque chose comme quelqu'un qui fait du paysage et non pas comme un spécialiste de toponymie ou comme un géomorphologue. C'est une butte, le Mont-Royal. Il n'y a pas de raison d'appeler ça un mont. On appelle ça un mont comme on appelle le Mont-Saint-Michel un mont. C'est tout simplement une valeur ajoutée à quelque chose et en le nommant, on le transforme automatiquement en quelque chose. Il y a un superbe livre d'ailleurs qui a été écrit aux États-Unis qui passe justement sur comment le canyon devient le Grand Canyon, où essentiellement la géologie reste la même, mais la manière de le regarder est tellement forte qu'on transforme littéralement cet espace-là en un espace mythique. Donc, c'est un peu la même chose que Jacques Cartier fait en nommant. Et évidemment, il découvre aussi les rapides de la Chine qui vont devenir un incontournable dans la construction paysagère de la métropole. Le Mont-Royal devient, à partir de ce moment-là, mais surtout à partir de la fondation de Ville-Marie en 1642, devient d'abord une présence. C'est un élément de la géographie qui est déjà nommé, auquel on a déjà attribué une valeur en le nommant, et c'est quelque chose dont la présence est extrêmement forte, dont la présence est extrêmement marquante pour l'avenir de Montréal. Mais ça va aussi devenir, au 19e siècle, avec la poussée du romantisme, un élément qui va devenir au cœur d'un dispositif paysager. Dispositif paysager dans la mesure où le Mont-Royal se transforme lui-même, on l'aménage, on l'approprie, mais dans la mesure où il devient aussi un promontoire, il devient aussi un lieu à partir duquel on découvre le territoire métropolitain, à partir duquel on fait signifier autrement ce territoire-là que strictement en le construisant. Montréal ne devient pas une métropole que parce qu'on ajoute de la brique sur de la brique. Montréal devient une métropole parce que c'est un lieu qui a un sens, c'est un lieu qui a une signification, c'est un lieu qui a une renommée, c'est un lieu qui a une réputation. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les Écossais de Montréal, début 19e, anticipaient déclasser New York pour le contrôle de l'accès au cœur du continent. Donc, il y avait des ambitions qui étaient énormes et qui étaient complètement disproportionnées par rapport à la taille de la ville, mais ce n'était pas grave, ce n'était pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'était le sens de ce lieu-là. Et le Mont-Royal est un élément fondamental. Encore aujourd'hui, on peut dire que le Mont-Royal est le massif urbain le plus prestigieux du Canada, et de très, très loin, à cause de toutes les valeurs qu'on lui associe, à cause de tout ce qui est incarné par ce massif à travers les successions d'appropriation et d'aménagement. Parlant des appropriations, ce n'est pas parce qu'un lieu est approprié qu'il devient un paysage sélect, c'est parce qu'il est déjà un paysage convoité qu'on l'aménage et qu'on l'approprie. Et de ce point de vue-là, les appropriations du Mont-Royal sont très symptomatiques de la puissance d'attraction
de ce qui est déjà un paysage. On le voit avec les célèbres 4 S de Jean Descaries, c'est-à-dire tout ce qui est associé au savoir, au sacré, à la santé et au standing résidentiel. Et c'est ça qui fait du Mont-Royal ce massif urbain si extraordinaire. C'est qu'à chaque couche d'aménagement, on vient ajouter à l'attractivité du substrat, on vient l'enrichir en quelque sorte. Donc, le terreau devient de plus en plus fertile et de plus en plus susceptible de générer des appropriations, de générer des investissements de valeur. Mais pour que ça fonctionne, il ne s'agit pas que de le construire, encore faut-il qu'il ait une présence, qu'il ait une signification, que le simple fait de le nommer fasse image. Et le Mont-Royal, de ce point de vue-là, est assez bien servi. Vous avez entre autres cette chanson de Raymond Lévesque. Vous avez un grand nombre d'illustrations qui ont été produites au cours des décennies sur le Mont-Royal. Vous avez ce petit ouvrage fort sympathique de la colline qui voulait devenir une montagne. Vous avez un roman qui avait été publié, dont le titre est évocateur au milieu de la montagne. Et vous avez cette vidéo de l'ONF Sacrée Montagne qui témoigne bien justement de cette capacité de dire les choses, de cette capacité de faire signifier un massif géographique et donc de le faire venir autre chose que ce qu'il est fondamentalement, donc de le faire devenir un paysage. Et donc, comme une ville, comme un pays, pour advenir, il faut qu'on soit capable de le nommer, de le chanter, de l'évoquer, de le représenter. Il faut que ça fasse image. Les autres montérégiennes sont moins populaires, sont des paysages moins achevés, mais il en reste pour moi que là aussi, la peinture a joué, là aussi, la littérature a joué, là aussi, les évocations à travers la photographie ont joué, et on voit de plus en plus, d'ailleurs, les batailles qui se mènent sur la rive sud pour limiter les assauts sur les glaciers montérégiennes. Tout ça, ça témoigne que les collines montérégiennes sont devenues autre chose qu'un tas de gravier, ce que c'était jusqu'à récemment, d'où cette liberté qu'ont notamment les deux carrières à l'Égruger, à l'Allègrement. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui a changé dans le regard qu'on porte sur ces lieux-là. Il y a quelque chose qui a changé dans la nature même de ces lieux-là du point de vue de leur signification. Les Rapides de la Chine ont acquis ce statut-là depuis longtemps. Ils ont suscité des appropriations, parfois très téméraires, mais encore une fois, ça montre bien que ce sont des lieux qui ont une attractivité extrêmement forte. Et ce n'est pas juste une question d'éprouver des émotions fortes. Il y a plus que ça. Il y a tout un imaginaire qui peut se construire, qui peut s'associer à ces lieux-là. La Rivière des Prairies a joui d'un prestige à peu près similaire pendant longtemps. Sur l'image que vous avez en bas à droite, c'est le même plan d'eau de la Rivière des Prairies avant et après la construction de la centrale hydroélectrique en 1929. Avant la construction de la centrale, c'était les deuxièmes plus gros rapides de l'archipel. Et ce n'est pas par hasard que quand vous baladez le long de la Rivière des Prairies à Laval ou à Montréal, vous avez ce chapelet de grandes institutions. Notamment, Monseigneur Bourget avait sa résidence secondaire, a localisé plusieurs grandes communautés religieuses. C'est tout simplement qu'encore une fois, dans le contexte du romantisme, la Rivière des Prairies avait un pouvoir attractif considérable. Beaucoup de grandes résidences bourgeoises de villégiature se sont aussi établies le long de la Rivière des Prairies. Évidemment, cette attractivité-là, elle a diminué considérablement avec l'ennoiement des rapides suite à la construction de la centrale, mais il en reste pour moi que depuis une trentaine d'années, la redécouverte de la valeur de l'eau, la mise en place du parc de l'île de la Visitation ont permis justement de recréer cette espèce de réservoir de valeur auquel on recommence à adhérer et qui se traduit notamment par des appropriations extrêmement significatives. La rivière des Mille-Îles, fin 19e, début 20e siècle, était un lieu privilégié pour la bourgeoisie montréalaise, la petite bourgeoisie à des fins de villégiature. C'est là que le peintre, les grands ormes, Marc-Aurèle Fortin a fait beaucoup de ses tableaux. La rivière des Mille-Îles, encore une fois, dans cette montée en puissance de la sensibilité environnementale, a retrouvé du lustre depuis quelques années et ça s'est traduit, entre autres, par la création du parc La rivière des Mille-Îles, sur lequel je vais revenir. Les saillances ne sont pas que géographiques. Les saillances sont aussi construites. En fait, elles sont toutes construites par le regard pour devenir des paysages, mais certaines sont d'abord construites par l'homme avant de pouvoir être construites par le regard. Et vous avez quelques exemples ici d'icônes, justement, de saillances construites à des échelles de l'objet. Le pont Jacques-Cartier est une belle illustration, la place Ville-Marie, la tour de la Sun Life, mais vous avez aussi le centre-ville dans sa totalité. On a un nombre considérable de représentations croisées du centre-ville, soit à partir de l'île Sainte-Hélène vers le centre-ville, soit à partir du Mont-Royal vers
vers le centre-ville, qui témoigne bien effectivement de l'attractivité de cette science, de son pouvoir évocateur et de la possibilité qu'on a de la construire en paysage. Ce qui va caractériser aussi ces sciences qui deviennent des paysages emblématiques auxquels on tient, c'est qu'on va les consacrer. On va tenir à les protéger, on va tenir à les approprier collectivement pour en empêcher l'appropriation sélective ou empêcher l'appropriation privative. La première consécration, elle est religieuse. On voit apparaître un petit peu partout sur les principales sciences qui sont les montérégiennes, on voit apparaître des signes religieux. Ce sont des croix, comme on a eu sur le Mont-Royal. Ce sont les chapelles du Calvaire d'Oka, que les Sulpiciens vont construire très tôt après s'être installés dans cette région-là. Ce sont les cimetières, évidemment, du sommet du Mont-Royal. C'est le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud, c'est l'oratoire Saint-Joseph. Donc, un marquage religieux très fort qui consacre un certain nombre de sciences et qui, évidemment, tire parti de cette puissance d'évocation-là. Mais il y a aussi les consécrations profanes. Elles vont se multiplier en deuxième moitié du 20e siècle. Une des premières, un peu paradoxale, c'est l'appropriation des cimetières du Mont-Royal à des fins de parc. On a même été obligé de réglementer la fréquentation des cimetières parce qu'ils étaient littéralement envahis. Donc, on voit bien là une forme de consécration qui a empiété sur une autre forme de consécration. Mais à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, on va surtout avoir des consécrations profanes. On va attribuer des statuts juridiques. L'État québécois va être le premier responsable. Éventuellement, les municipalités vont prendre le relais de l'attribution de ces statuts. Et donc, la plupart des sciences les plus significatives, dont certaines sont relativement récentes, je pense entre autres aux îles de Boucherville, qui sont nées d'une sensibilité environnementale qui n'existait pas avant les années 70-80. Donc, la plupart de ces sciences, la plupart de ces paysages emblématiques de la région métropolitaine sont aujourd'hui protégés d'une manière ou d'une autre. Le problème que ça nous laisse entre les mains comme aménagistes dans un contexte métropolitain, c'est qu'on est essentiellement confronté à de l'exception. Ce n'est pas l'essentiel du territoire métropolitain qui est constitué en sciences paysagères, en éléments qui sont sacralisés d'une certaine manière. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut penser de ce qui constitue l'ordinaire de l'établissement. Évidemment, on pourrait toujours avoir une hiérarchie dans les sciences. On peut très bien avoir des sciences qui n'ont de résonance que pour un individu. Par exemple, il se peut très bien que quand vous retournez sur le lieu où vous avez été élevé en bas âge, il y a peut-être un petit buton qui vous apparaissait déjà comme étant une montagne gigantesque à l'époque et qui fait vibrer quelque chose pour vous. Mais ça laisse totalement indifférent tous les autres. On peut en avoir qui vont toucher des groupes et non pas la collectivité au complet. Donc, il y a une hiérarchie. Là. Ce que je mentionne ici, c'est un peu caricatural, là, je suis un peu dans les extrêmes. Mais il reste pour moi que le problème de ce qui n'est pas extraordinaire, de ce qui n'est pas exceptionnel, est très difficilement appropriable par les aménagistes, autrement qu'en mode fonctionnel. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est condamné à nous satisfaire de l'exceptionnel et à nous résigner pour le reste, ou est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir d'autres constructions paysagères, d'autres productions par le regard de nouveaux paysages? Et de ce point de vue-là, la question que je poserais, c'est est-ce que ce qui, jusqu'à récemment, tenait essentiellement du regard expert, est-ce que ça pourrait devenir quelque chose qui tomberait dans le banal, d'une certaine manière? Et j'ai trouvé assez fascinante ces deux images. Celle que vous avez en haut à gauche, c'est une des représentations que le service d'urbanisme de la Ville de Montréal avait fait en 1967 à la demande de Jean Drapeau, qui avait demandé de penser l'avenir de la métropole et notamment d'en suggérer des configurations. Et donc, c'est une des configurations qu'on avait évoquées à l'époque où on pensait que Montréal, à l'an 2000, aurait 7,5 millions d'habitants. Et quand vous regardez la photo qui a été prise de la navette en 2012, il y a une parenté formelle absolument extraordinaire. Alors, ce qui est fascinant dans l'image d'en bas, c'est qu'elle est accessible à tout le monde. Ce n'est plus une affaire de spécialistes. N'importe qui peut aller sur Google Earth aujourd'hui. La multiplication partout en Occident des livres intitulés « Paris vue du ciel »,« Londres vue du ciel » montre que notre regard, dorénavant, n'est plus limité à une hauteur de 2 mètres ou moins, selon qu'on se balade sur le territoire ou qu'on a un léger piédestal. Dorénavant, on peut voir le territoire, on peut voir l'établissement de très, très haut, et il semble qu'on est en train de développer une capacité d'abstraction dans le regard qu'on n'avait pas il y a 40, il y a 50 ans. Et ça, c'est susceptible, compte tenu de l'évolution de nos sensibilités, notamment environnementales, c'est susceptible de nous permettre peut-être de nous mettre, non pas seulement à voir autre chose,
mais à regarder autrement ce qu'on voit aujourd'hui et qui nous intéresse relativement peu ou nous laisse relativement indifférents. Merci. Moi, j'ai trouvé très intéressante le contraste entre ces différentes présentations. On a eu, et ça me rappelait toute la puissance des images, mais aussi peut-être la patience qu'on a à essayer de se promener à travers ces différents endroits. On n'est pas dans on ne peut pas saisir ces... Oh, c'était beau quand même. On n'est pas dans un environnement où le terme est réglé d'un coup. Comment est-ce qu'on... je lisais ce mot-là, j'écoutais tantôt la notion de poésie. Hein, tu l'as employé un peu. Tu as presque parlé de podologie, la science des sols, je crois. Parler de panorama. Nick a parlé de pessimisme, sans le savoir, et de permanence. Gérard, le mot profane. Alors qu'on est dans une époque qui a tendance à sacraliser beaucoup de choses. Alors qu'on est dans le profane aussi, il y a une espèce de profane qui se dessine autour de ça. Je me demandais comment est-ce qu'on situe, on fait des projets. Et tu as commencé avec du guerrilla garden un peu. Hein? On s'entend, c'est plus digne ce que tu faisais que du guerrilla garden, là, mais il y a quand même quelque chose là-dedans. C'est de placer des choses, de faire des trucs. Comment est-ce qu'on se situe dans une échelle gigantesque? Puis après ça, on pourrait aussi parler du céleste, là, mais ça, c'est un autre contrat. Là. Gérard nous a terminé sur la NASA. Du point de vue de la NASA, mais il faut peut-être du sol, comment est-ce qu'on voit le ciel? Alors, comment est-ce que tu... Moi, j'ai trouvé intéressant, pour faire des parallèles entre les trois présentations, à la fin, la question de ces nouveaux paysages. Parce que c'est vrai que je réalise que dans la pratique, cette question de trouver du sens, d'insuffler du sens à un lieu, puis je pense entre autres à ces quartiers industriels là, qui sont un peu en quête d'une nouvelle identité, ça se pose fréquemment, puis il y a comme toujours cette pudeur en même temps à trop vouloir en faire, puis cette espèce de réflexe de faire des images de marque, puis de faire un branding de lieux publics qui doivent avoir une certaine pérennité. C'est délicat et j'aimais vraiment ce regard beaucoup plus large que Gérard Baudet nous a proposé parce que ça permet de comprendre plusieurs choses, plusieurs interventions, de les remettre dans un contexte. La question maintenant de ces nouveaux paysages, de ces lieux auxquels on accorde maintenant une valeur via les revendications citoyennes, via tous les éléments que tu nous as présentés comme autant de capsules qui sont finalement un peu du vernaculaire, un peu de l'événementiel, un peu de la revendication citoyenne. Je pense que cette conciliation qui est assez riche, mais somme toute qui peut être des fois très heureuse ou pas, puis dans la pratique, ça pose des défis et des fois, on est un peu dans un laboratoire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on espère que le résultat, à travers les comités, les consultations et tous les dispositifs qu'on met en œuvre pour essayer de faire en sorte que les projets qu'on développe soient le plus cohérent ou pertinent possible, que ça va bien aller. Mais finalement, la question des nouveaux paysages m'interpelle énormément et finalement, cette appropriation que les gens en font de façon très spontanée également et comment souvent des projets sont issus de ça, ça m'a fortement interpellée finalement. You want to say something? Je pense que tu as bien souligné le défi, c'est que qu'est-ce qui est la différence entre l'humilité de faire quelque chose comme projet, comme intervention qui exploite ou qui nous aide à voir quelque chose qui est important dans une situation, dans un milieu, dans un paysage, et sans aller jusqu'au point d'y mettre quelque chose comme une brand ou de différencier même, que ce soit par la toponymie, ou que ce soit par les traitements, les éléments qu'on utilise. Ça, c'est un des grands défis parce que un paysage, que ce soit un grand paysage ou un paysage avec un P majuscule ou un petit paysage ou un paysage avec un petit P, c'est quelque chose qui se réalise au fur et à mesure. Et
tranquillement avec le temps. Et pour nous, les intervenants, les architectes, les décideurs, les urbanistes, c'est pas évident. Patience. Oui. Moi, je dirais plutôt humilité. Je pense que c'est très présomptueux de prétendre qu'un expert peut produire du paysage, comme c'est très présomptueux de prétendre qu'aujourd'hui, on construit le patrimoine de demain. La société de demain appropriera ce qu'elle voudra approprier. Elle fera patrimoine de la matière première qu'on lui aura léguée. Nous ne produisons pas le patrimoine, ils produiront le patrimoine. On ne peut pas produire le patrimoine par anticipation et on ne peut pas produire le paysage par anticipation. Le paysage est une construction sociale. L'architecture de paysage ou l'aménagement paysager est une production experte. Mais le paysage est une construction sociale et c'est l'appropriation qui témoigne justement d'une construction paysagère. Un très bel aménagement paysager peut très bien ne jamais passer. Un bel exemple, c'est la ville de... voyons. Brasilia. Non, pas le Square Vigier, mais la ville du Havre, en France. Ça fait 40 ans qu'on s'évertue à faire comprendre aux gens qu'ils habitent un habitat tout à fait exceptionnel. D'un point de vue expert, d'un point de vue des gens du patrimoine moderne, tout à fait d'accord, mais ce n'est pas du patrimoine pour ces gens-là et ça n'en deviendra pas avant très longtemps, probablement. Et il y a quelque chose de prétentieux à vouloir leur passer dans la gorge que c'est un patrimoine. Le patrimoine tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est une construction sociale. C'est la même chose du paysage. Et je pense que si on avait moins de confusion dans les termes, d'abord, on agirait avec plus de modestie, la question du branding, et on engagerait moins des clotaires, machin truc à Québec. Mais on laisserait le temps faire son œuvre et on laisserait justement la sensibilité des citoyens, la sensibilité des individus, faire le tri dans les choses. Et tant pis si on leur lègue quelque chose qui n'est pas approprié. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas beau. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut simplement dire que les gens n'ont pas le goût de l'approprier comme un paysage. Pour moi, ce n'est pas une catastrophe. Mais on a tendance, en matière de patrimoine et de paysage, à forcer littéralement la patrimonialisation et la mise en paysage depuis 2-3 décennies. Et je trouve que c'est de ne pas comprendre ce que sont ces choses-là par définition. C'est vrai que si on fait le parcours historique, tu l'as décrit dans la notion de temps, ça nous aide beaucoup. Tu sais, placer Jacques Cartier, c'est important. Tu sais. Je tiens à dire, Héritage Montréal, on a été les seuls à célébrer avec un peu la ville de Montréal, le musée McCord, les archéologues, tout ça, le 475e de Montréal. Tu sais, on l'a célébré parce qu'on a dit Montréal a été inventé à peu près un siècle avant que Ville-Marie soit fondée. Et c'est l'invention d'une ville, et à partir de cette invention qui a été un geste toponymique, tu sais, peut-être d'une impression, peut-être un servile acte d'un commandité par le roi, là, quand même. Il ne faut pas oublier qu'il est royal, ce n'est pas juste pour le look de la place, c'est peut-être aussi parce que c'est le roi qui a payé. Mais c'était intéressant de voir ça. Puis avec la question de durée, on voit aussi qu'on a eu des époques d'indifférence collective, parce qu'aujourd'hui, la collectivité, c'est toute la collectivité. Hein, ce n'est pas juste les élites. Hein, il y a quand même un sentiment qu'il faut qu'il y ait un élargissement. Alors, il y avait ça, c'était le paysage de ceux qui se payaient les maisons à tel endroit, qui avaient apprécié ça, qui avaient posé un geste. Devant l'histoire, ils ont posé un geste que d'autres ne s'intéressaient pas à poser. Donc, on ne doit pas en être jaloux. Mais on a eu plus récemment une période héroïque de bataille pour le patrimoine. Après ça, ça s'est traduit par une période de planification qui a peut-être oublié que... Et ces jours-ci, on a une consultation sur le Vieux-Montréal, qui est très intéressante. Franchement, ça vaut la peine d'aller voir ça parce qu'il y a des enjeux, sans le savoir, là, il y a beaucoup d'enjeux qui sont de type de ce qu'on discute aujourd'hui, parce que le Vieux-Montréal, c'est pas parce qu'il n'y a pas des arbres à tous les coins de rue que c'est pas un espace paysager. La rue de la Commune, la rue Saint-Paul, les relations symboliques qui existent entre les objets, là, il y a la texture de la pierre, qui est une pierre qui a été travaillée, non pas à la cironde, gossée dans un atelier minable, mais qui a été faite par des bouchards, littéralement. Eh bien, il y a quelque chose de paysage dans ça qui est très impressionnant. Et, mais encore une fois, ça a été en tu partie fais l'erreur par les écrivains. Mais tu fais l'erreur du discours expert. Le paysage n'est pas perçu sous cet angle-là. Je sais. Je ne me fais même pas comme expert, je me situe comme quelqu'un, un promeneur. Tu sais, c'est un promeneur. C'est une lettre P, ça aussi. Et trop négligé, parce qu'on aime les transports actifs. On ne se promène plus, on est en mode transport actif. Mais après tout, c'est vous qui devez répondre aux questions, c'est moi qui les pose, mais
Ce que je voulais dire, c'est qu'à la discussion sur le Vieux-Montréal, on se rend compte que le Vieux-Montréal, il y a un sentiment que c'est un objet très régi, puis qu'on a peut-être perdu cette capacité d'enchantement qui vient à travers la littérature. Combien d'écrivains ont construit le plateau, le Myland, les quartiers de Montréal? Combien ont aidé à construire le Vieux-Montréal dans l'imaginaire actuel? Très peu. Et parfois, il y a des décalages dans le temps qui sont assez étonnants. Par exemple, Adrien Hébert est 5 générations en avance sur son temps. C'est-à-dire, il était à peu près le seul à aimer le port dans toutes ses configurations. Personne ne s'intéressait à cette chose-là à l'époque. Ça va nous prendre quelques décennies avant de nous y mettre collectivement, et ça débouchera notamment sur le Vieux-Port et le canal de la Chine. Mais c'est formidable, ce lien avec les artistes, peut-être. Aujourd'hui, avant de peut-être vous ouvrir, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a des micros, comme je le mentionnais. Qu'est-ce qu'on pense de l'idée de paysage à l'ère du pixel? Nick, you're the one with the letters closest to letter X. C'est vrai, c'est vrai. Grâce à mon père hongrois. Là, je pense à une des choses intéressantes à cet égard, c'est la question de résolution et d'échelle. Parce que, comme Gérard nous a montré, on est capable maintenant de faire des abstractions, que ce soit les experts, que ce soit monsieur et madame, tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça implique pour les paysages, pour les milieux, pour l'espace, le fait qu'on peut transformer et on peut facilement avoir accès à des représentations qui sont hautement traitées. Mais une des choses qui m'inquiète un peu, c'est avec la panoplie, la grande présence du visuel, on perd tranquillement les qualités du paysage qui nous arrivent par les autres façons, comme le son, la touche, les odeurs aussi. Donc, je pense que ça, c'est un des défis, c'est le fait qu'avec le pixel, avec l'image, avec le fait que tout est un peu traité comme un objet visuel, le regard devient de plus en plus un regard qui est unidimensionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu le même défi avec le moment où les artistes ont commencé à faire des toiles qui montrent des paysages. Voici le paysage, on arrive ici, ça c'est le point de regard, et c'est une scène, c'est une image, c'est pas un milieu qui est fonctionnel, qui est complexe, qui a une diversité, une incertitude et tout. Mais ce n'est pas par hasard que le paysage est une invention de l'Occident. Le regard est le sens dominant en Occident. On a commencé à l'influence, entre autres, des impressionnistes qui nous ont appris à voir des choses qu'une prise par caméra ne nous montrerait jamais. Mais ils sont allés chercher des choses, et donc ça montre à quel point le regard peut être puissant, et c'est le sens dominant en Occident. Dans la pratique, ce que je trouve, c'est que dans l'élaboration du projet de paysage, le travail de la modélisation, qui a pris une part importante de la visualisation de ces lieux-là, transforme d'une certaine manière la façon dont on travaille. D'une part, peut-être qu'en effet, il y a une part de poésie qui est un petit peu moins présente dans le développement du projet parce qu'on tend à tout le montrer, le démontrer et le prouver avant de le réaliser, et finalement, avec des modes de représentation qui ne sont pas la réalité, avec un autre rapport à l'espace. Et ça pose des défis importants. D'un autre côté, l'avantage quand on travaille en modèle, c'est qu'on espère pouvoir se déplacer dans l'espace, accorder une plus grande part au mouvement, à ces déplacements qui marquent quand même profondément notre façon de vivre la ville maintenant versus des points de vue beaucoup plus fixes qui étaient propres aux premières représentations paysagères. Et ça, je pense que ça peut aussi avoir une influence dans la façon dont, je parle vraiment au niveau de la pratique d'un projet de paysage, dont on travaille l'espace, mais certainement qu'à tout démontrer, à tout prouver avant même de l'avoir fait, puis à essayer de faire consensus, parfois on oublie le réel pour peut-être s'attarder vraiment beaucoup aux pixels. C'est comme dans le cadre d'un film, c'est un peu, là, mais quand on donne le punch avant
avant que tu ailles le voir, peut-être que ça n'a pas la même... Oui. Puis dans le cas de paysages qui se construisent, donc Oui. au niveau de la végétation, mais aussi au niveau d'une certaine appropriation sociale, ça pose une complexité d'autant plus grande. Au niveau d'ensemble urbain aussi, où il peut y avoir des éléments au niveau du cadre bâti qui évoluent dans le temps. Et souvent, le résultat, en tout cas à l'année 1, est nécessairement très différent de l'image projetée. Et donc, cette question d'appropriation que vous soulevez est sans doute, je dirais peut-être pas plus difficile, mais en tout cas, il y a vraiment un décalage entre l'idée, ce qu'on fait malgré tous les efforts qu'on a mis en œuvre pour essayer de démontrer sans doute, sans faille, ce qui allait exister. Et ça, est-ce que ça influence le type de projet qu'on fait? Peut-être. Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est que les outils de représentation sont de plus en plus conviviaux et on voit de plus en plus dans des exercices de consultation publique des gens opposer leur vision du même projet à la vision qui est proposée par les experts. Et dans les deux cas, ce que ça témoigne, c'est justement tout ce qui sous-tend la vision. Tu disais, ce qu'on montre n'est pas la réalité. Ce que les gens amènent en contre-proposition n'est pas plus la réalité, mais on voit bien s'opposer justement des regards, des sensibilités différentes. Et ça peut être intéressant à suivre comment se confrontent ces positions à l'égard de ce qui est susceptible de devenir un paysage, qui sont parfois fortement contrastés, parfois difficilement conciliables, et qui sont de plus en plus mis sur la table quand il y a des exercices de consultation. Ça ne reste plus le privilège des experts que de pouvoir représenter un devenir. Il y a aussi de l'expérimenter. Vous avez peut-être entendu, il y a des discussions en cours actuellement pour que la satosphère, l'hémisphère de la Société des arts technologiques sur Saint-Laurent, puisse servir dans le cadre de consultations publiques pour faire des simulations de projets dans des environnements virtuels, mais peut-être plus réalistes. Est-ce qu'on peut dire ça, là? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Parce que, dans le fond, ça aide et en même temps, ça nous... Peut-être que est-ce qu'on va se perdre la capacité d'imaginer, parce qu'il y a une puissance d'imagination qu'il faut garder dans une société, sinon on va être juste les esclaves des machines à très court terme. Mais est-ce que c'est des choses... Tu es au courant, toi, de cette histoire de la satosphère? Non, c'est vrai, mais toi, c'est parce qu'à côté, il y a un bon petit resto, c'est ça? C'est les pastas aussi. Qui est important, qui concerne le paysage, et c'est un peu un riff sur l'idée de pixels. Mais avec tous les outils qu'on a maintenant, les tom-toms, les cartes numériques, etc., qu'est-ce qui arrive avec l'écarte mentale quand les gens des milieux, des paysages, parce qu'on devient de plus en plus dépendant sur les outils, les cartes qui vont nous expliquer comment y aller, comment faire un tour dans un secteur. Je pense que ça, c'est un des changements de la perception de l'espace qui est très intéressant et potentiellement assez grave, mettons, dans le sens que je pense en Amérique du Nord, on a de plus en plus tendance à perdre un peu le fait d'apprendre le paysage, d'apprendre les milieux soi-même, mais de passer par l'expérience d'un autre, que ce soit le visuel, que ce soit juste la fonctionnalité de naviguer dans l'espace urbain. C'est toujours cette idée de la prétention experte. Il n'y a qu'une seule façon, comme on voit dans certaines expositions, on vous dit, vous vous installez devant le tableau, comment le regarder, puis quand arrêter de le regarder pour passer à l'autre. C'est un peu la même chose. Mais la construction paysagère, elle ne répond pas à ces injonctions-là. La construction paysagère, elle répond d'autres paramètres. Un bel exemple, l'île de la Visitation. On prétend que c'est un des milieux naturels les plus extraordinaires de la région métropolitaine de Montréal. L'île de la Visitation, c'est totalement artificialisé depuis que la Montreal Lighted a construit la centrale Rivière-des-Prairies. Or, on prétend, tout simplement parce que notre sensibilité est en réaction par rapport à un certain nombre d'éléments. Et on aurait beau dire à ces gens-là, leur expliquer l'histoire du site et tout ça, ils sont dans un environnement naturel. Et ça, je pense qu'il faut reconnaître justement comment ça se construit un paysage. Ça ne se construit pas sur une injonction experte, pas plus que sur un design extraordinaire. Et au même titre que ce qui va être perçu dans un square aménagé à la fin du 19e, au début du 21e siècle, ce n'est pas du tout la même chose. Je veux dire, on ne pense pas, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas la même culture.
Le lieu fonctionne encore très bien, on peut encore l'apprécier énormément, mais on n'est pas sur les mêmes registres. Et c'est ça, je pense qu'on a de la difficulté à reconnaître, parce que surtout les aménagistes, on a cette prétention de ne rien laisser échapper. On est bien en contrôle des choses. Or là, on a des processus qui nous échappent. Question. Mais nous, on vous entend très bien ici. Mais c'est pour le reste. C'est pas plus grave. Moi, j'aime bien les parallèles que vous faites. Mais j'aimerais poser une question. Est-ce que Google Earth ou Google Maps vient de changer le registre de ce qu'est un paysage? Parce que maintenant, on peut accéder à toutes les surfaces de la planète et poser un regard sur la planète à toutes les échelles. Fait que c'est plus un... J'essaie de relancer la question sur le pixel et les échelles et le regard qu'on pose sur la surface de la planète. Bien, en fait, ce n'est pas parce que l'outil ou le point de vue à partir duquel on voit existe que nécessairement il y aura construction paysagère ou qu'il y aura une transformation en profondeur. Mais ça devient une possibilité additionnelle qui n'existait pas auparavant. Et on soutient que la présentation des premières vues de la Terre à partir des capsules Apollo aurait eu un impact significatif dans la construction de la sensibilité environnementale en Occident. Il y a quelque chose qui, à terme, aurait fini par déclencher une transformation de notre rapport à l'espace, de notre rapport à la planète. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a probablement quelque chose de genre, au même titre que la peinture des impressionnistes, même s'ils sont presque tous morts de faim à la fin de leur vie, ce qu'ils ont produit a fini par transformer le regard des Occidentaux. Et donc, je pense qu'il y a des conditions de possibilité maintenant qui existent, qui n'existaient pas. La même chose pour la vitesse. On sait maintenant qu'effectivement, le train, la voiture, ont transformé notre rapport à la géographie et nous ont permis de produire des nouveaux paysages qu'on n'aurait pas pu voir avant parce qu'on ne se déplaçait pas à certaines vitesses. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper. Comme ce sont des faits de société essentiellement sur des principes de valeur, on ne peut pas les anticiper. On peut les expliquer a posteriori, on peut expliquer quels facteurs ont contribué, mais on les subit, tout simplement. Comme le patrimoine industriel, en 1940, personne n'aurait pu prétendre qu'on aurait un engouement en Occident au milieu des années 70 pour le patrimoine industriel. Ça aurait été impensable. Après coup, on est capable d'expliquer pourquoi ça s'est produit. C'est un lien entre patrimoine industriel, paysage et vitesse. Un site du patrimoine mondial en Suisse, c'est le chemin de fer de Bertina, je pense. Je pense que c'est le nom d'une machine à coudre, quelque chose comme ça. Et c'est un chemin de fer qui a été inscrit et le chemin de fer dans les montagnes a été construit avec notamment en tête l'idée des points de vue que les passagers auraient sur les vallées, sur les montagnes, sur les villages, à la vitesse du train. Des villes en périphérie d'Helsinki, les aménagements paysagers ont été faits en fonction de la dimension du pare-brise de l'automobile et de la vitesse dans les courbes réglementaire. Et donc, c'est vrai qu'on a inventé des nouvelles relations au territoire et au paysage à travers ça. Alors, peut-être qu'il y a une crainte à avoir. Moi, je pense qu'on doit quand même essayer de préserver un peu notre capacité d'invention, mais pas trop la laisser aux machines. Mais les machines sont merveilleuses aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Quelqu'un souhaiterait intervenir, faire une... Alex, how do you feel about signage? Bonsoir, je suis Alex Norris, le conseiller de ville du Myland. On est impliqué à l'arrondissement du Plateau Montréal dans une lutte contre l'industrie d'affichage commercial et contre les panneaux réclames. On essaie de faire démanteler, d'exiger le démantèlement des panneaux réclames dans notre arrondissement. Et l'un des arguments, des principaux arguments, c'est que ces panneaux réclames-là contribuent à la banalisation, à l'homogénéisation, à l'uniformisation des paysages publics, à la privatisation de ces paysages aux dépens de l'intérêt public et que cela va à l'encontre de la mise en valeur des paysages publics et du patrimoine architectural et de la mise en valeur des espaces verts que nous avons sur le plateau. Je pense que ça s'inscrit dans un mouvement mondial. On l'a vu à São Paulo, ailleurs aux États-Unis aussi, à l'État du Vermont. Alors je pense que toute la question des paysages publics s'inscrit aussi dans un contexte de lutte politique
et d'appropriation publique de ces paysages-là. Alors, c'est peut-être, il y a toute une nouvelle alliance pour la valorisation des paysages du Québec qui a été fondée il y a 2 ans, à laquelle Héritage Montréal fait partie. Alors, c'est une réflexion qui mérite d'être explorée un peu, je crois. J'ai trouvé la notion de M. Baudet des sciences très intéressante. C'est sûr qu'il faut, pour mettre en valeur nos paysages, on a des points de référence ou des sciences, mais je pense qu'il y a peut-être beaucoup qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il y ait plus de sciences, qu'il y ait plus de points de repère en matière de paysage public. L'une des manières de mettre en valeur ces paysages-là, c'est de lutter contre la privatisation des vues publiques par des intérêts privés pour qu'on puisse mieux voir, mieux apercevoir ce que nous avons devant les yeux, mais dont on est trop souvent distrait parce qu'il y a des énormes structures industrielles qui nous distraient de ce que nous avons en matière de paysage public. Alors, c'est plus un commentaire qu'une question, mais ça serait intéressant d'avoir le point de vue des experts. Je suis plus ici pour apprendre que pour parler. Alors, ça serait ça ma contribution pour l'instant. Mais c'est un autre P, la politique. Oui. Merci, Denis. Et projet Montréal, en plus. Oui, c'est ça. C'est un peu Mylène, hein? Un petit peu Mylène. Ça, il y avait pas mal de photos. Oui, il y avait beaucoup de... Parce que justement, qu'est-ce qu'on fait avec l'espace public, comment est-ce qu'on cherche à décider qu'est-ce qui est correct pour le paysage. Et je peux rajouter un autre pays, c'est l'île Prince-Édouard, parce que c'est là où les panneaux sont interdits afin justement de garder la qualité paysagère de l'île, de la petite province, parce que c'est un milieu rural et ils sont allés jusqu'au point de minimiser le nombre d'affiches pour la navigation, pour les affiches, les panneaux, pour trouver les chemins. Alors, c'est pas toujours évident de circuler si on n'est pas familier avec les routes. Mais, moi, ce que je trouve intéressant dans le point que vous soulevez, c'est toute la question du domaine privé, du domaine public et finalement de la confusion qu'il peut y avoir l'un par rapport à l'autre quand on vit la ville, quand on se déplace. Souvent, on travaille sur un projet, puis on est surpris de réaliser quand on regarde, par exemple, un trottoir ou un espace public aménagé où se trouve une limite de l'eau, à qui appartient tel ou tel terrain. Et ces questions de lotissement, de propriété privée, publique et de définition en même temps d'un cadre bâti urbain qui peut définir un paysage ou un site sont pas toujours tout à fait logiques. En tout cas, le rapport entre l'espace puis l'aspect plutôt légal peuvent avoir un certain décalage. Et c'est vrai que c'est un défi d'un point de vue de l'aménagement, puis c'est un défi également dans la mesure où plusieurs sites, bâtiments privés peuvent être appropriés par le public et devenir des éléments significatifs qui, à ce moment-là, finalement deviennent, au niveau de leur appartenance, dans un statut un peu ambigu. La question, quand vous discutiez avant la table ronde, en regardant le panorama de Montréal, du Montréal souterrain, de vues possibles, accessibles au public, comme les grandes tours d'observation d'une époque à partir de bâtiments, l'aménagement de toits ou la question de tous les droits aériens qui a été beaucoup évoqué dans la réflexion sur le Square Dorchester et toute la construction du secteur du centre-ville avec les gares qui finalement se construisent non plus en séparant le territoire à l'horizontale, mais des fois aussi à la verticale. C'est une dimension qui, dans la ville actuelle, est de plus en plus présente et donc cette complexité va sûrement aller en augmentant. Je ne peux que témoigner donc à l'effet qu'on la vit,
on l'aperçoit et souvent, ben, même comme promeneur, comme citoyen, on remarque finalement les aberrations que ça crée. Et donc, oui, il y a une certaine vigilance sans doute à apporter ou un genre de réflexion commune qui peut sans doute aider à avoir une certaine cohérence à ce niveau-là, puis que les deux sont en relation. Oui, je ne veux pas défendre les publicitaires, je voudrais juste rappeler qu'on est dans un univers totalement subjectif. Et un bel exemple, si on reste sur le terrain de l'affichage, c'est que sur la rue Mont-Royal, il y a des gens qui regrettent aujourd'hui la disparition de certaines enseignes qui faisaient entablement sur certains commerces, où on a obligé les gens à les sacrifier au profit d'une petite enseigne design en bois, type Nouvelle-Angleterre. Et les gens disent, on a perdu au change. Il est arrivé la même chose récemment de Drummondville. L'hôtel Le Dauphin avait une magnifique affiche caractéristique des années 40. Et là, ils ont une affiche d'une banalité navrante, tout simplement parce qu'on les a obligés à se conformer à une réglementation. Et quand elle est partie, les gens ont réalisé qu'ils venaient de perdre quelque chose. Je donne souvent l'exemple du château Frontenac. Est-ce que vous pensez qu'avec nos sensibilités tatillonnes d'aujourd'hui, on construirait le château Frontenac là où il est? Il y aurait un tollé, il y aurait un dynamitage, il ne se ferait pas. On ne construirait même pas Westmount, où Westmount est aujourd'hui avec nos sensibilités. Donc, c'est très difficile quand on joue sur ces registres-là de voir où est la part de l'objectivité et où on tombe dans la subjectivité. Un autre exemple, c'est aux États-Unis. Quand on a construit le grand réseau d'Interstate sur Eisenhower, on avait lancé un programme pour mobiliser les États pour interdire le stationnement. C'est-à-dire la très grande majorité des États ont refusé les subventions du gouvernement fédéral parce qu'ils préféraient avoir de l'affichage parce que c'était un signe de progrès à l'époque. Il y a seulement quelques États, notamment l'Alaska ou le Vermont, qui ont dit non, nous, on n'en veut pas. Mais c'était tellement ancré dans la valeur des gens que c'était un signe de progrès qu'ils ne comprenaient pas qu'on puisse s'objecter à de l'affichage.